Il est intellectuel. Comme il est intellectuel, il est donc producteur d'idées, donc des livres. Deux de ces livres seront dédicacés tout à l'heure. Je pense que c'est des livres qui sont d'une actualité incontestable, bien qu'ils soient sortis pour l'un en 1993, et donc ça commence à dater, et l'autre un peu plus tard. Voilà ce que je peux dire pour l'instant concernant le professeur Maurice Kamto. Je vais lui laisser la parole pour qu'il nous édifie sur la problématique qui nous réunit ici aujourd'hui, le temps des diasporas, les nouveaux rapports entre les diasporas et l'Afrique. Professeur Maurice Kamto, vous avez la parole. Je vous remercie. Suis-je quelqu'un qui s'y connaît? Je me doute. Mais je suis quelqu'un qui ne fuit pas les défis. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole devant vous cet après-midi pour parler d'un sujet qui me passionne depuis de très nombreuses années déjà, mais qui m'a inspiré une certaine appréhension lorsqu'on me l'a proposé comme thème d'exposer cet après-midi. Le temps des diasporas, les nouveaux rapports des diasporas avec l'Afrique. Pourquoi ai-je eu quelque appréhension? Parce que j'ai senti presque un piège. Comment voulez-vous que j'ai l'outrecuidance de parler à la diaspora d'elle-même? C'était périlleux. Parce que la diaspora se connaît elle-même mieux que je ne puisse la connaître. Mais je me suis dit qu'il s'agissait d'un défi à relever, d'une prise de risque, pourrais-je dire. Non plus pour juste rappeler ce que vous savez tous, par expérience ou par acquis de connaissances, mais pour partager avec vous mes propres réflexions et quelques idées que je peux avoir sur le rôle de la diaspora, sur le rôle essentiel, fondamental de la diaspora dans le développement de toutes les sociétés humaines, de tous les pays qui sont puissants ou dits émergents aujourd'hui, et du rôle que la diaspora, du rôle central que la diaspora africaine jouera pour la renaissance africaine. D'abord, je crois que les concepteurs de la conférence ont bien fait de dire les diasporas, parce qu'il n'y a pas une diaspora. La diaspora est un terme qui renvoie à une réalité protéiforme. La composition de la diaspora aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. La composition sociologique s'est complètement transformée avec justement l'amplification du phénomène migratoire, mais également les évolutions propres à nos sociétés qui ont poussé vers l'aventure extérieure des catégories de population qui, par le passé, trouvaient effectivement à contribuer à leur société sur place sans avoir besoin de cette aventure. La diaspora est également une réalité multidimensionnelle. Est-ce que nous l'envisageons simplement comme un phénomène, si nous parlons de diaspora africaine, qui est liée à une géographie, auquel cas on parlera de la diaspora continentale, de la diaspora africaine unique, considérant que tout Africain, de quelque partie de l'Afrique qui soit, qui vit et travaille à l'étranger, garde quelques liens avec son continent d'origine, peut être considéré comme étant la diaspora de ce continent.
Mais nous devons aussi regarder la réalité en face, tant il est vrai que le continent, notre continent, le continent africain, n'est pas une réalité homogène. On voit bien que les perceptions varient suivant qu'on est en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Ou, pourrais-je même dire, dans la partie sud de notre continent. Et donc, c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte parce qu'on observe que les courants d'échange et, j'allais dire, les fidélités culturelles et même géographiques, géopolitiques, dirais-je, varient suivant que l'on est en face d'une de ces diasporas ou d'une autre. Si vous prenez la diaspora nord-africaine, vous verrez que, justement, en raison du fond culturel qui le lie au monde arabe, cette diaspora est certes africaine, géographiquement, territorialement parlant, mais elle est culturellement parlant tournée vers le monde arabe. La diaspora subsaharienne, elle est campée. C'est celle qui n'a pas d'échappatoire, parce qu'elle n'a pas d'autres fidélités ou d'autres attaches culturelles ailleurs que sur le continent même. Elle a pu générer les développements de sa propre culture à l'étranger, en Amérique latine, en Amérique tout court, même en Europe, en Asie. Mais étant le berceau de toutes ces cultures, et à vrai dire, et là je ne fais aucune revendication particulière, étant le berceau de l'humanité, les paléontologues nous l'ont dit à suffisance, c'est elle qui a exporté les cultures, ce n'est pas elle qui a reçu les cultures. Donc, au fond, lorsque on prend toutes ces réalités-là, on est tout à fait fondé à parler des diasporas plutôt que de la diaspora africaine. Cette diversité culturelle est extrêmement importante. Parce qu'au fond, c'est celle qui crée, plus que tout autre, le lien de rattachement de la diaspora ou des diasporas au continent. C'est ce lien invisible, culturel, spirituel, qui continue, j'allais dire presque nombrilique, qui continue de rattacher précisément les diasporas africaines à leur continent. Il s'agit d'un continent qui est en mouvement, d'un continent de l'avenir. Et là, je ne voudrais pas faire une formulation qui peut apparaître comme simplement incantatoire et qui est l'expression de la force de ma propre conviction quant à l'avenir de mon continent. C'est parce que les données objectives montrent que le continent africain est le continent d'avenir. Et je ne le dis pas parce que je suis devant un auditoire des diasporas africaines. Je le dis parce que toutes les données objectives montrent que, et je reviendrai sur ce point au cours de mon exposé, que pour moi, l'Afrique est le continent d'avenir et que sa renaissance va se mettre en place à partir de la deuxième moitié du XXIe siècle. Nous sommes dans la phase où l'on pose les bases, les jalons. Si vous analysez les phénomènes tels qu'ils se sont passés pour ce qui concerne l'Europe, l'Asie, d'ailleurs, un certain nombre de penseurs croient que pour l'Afrique, il faudra attendre le 22e siècle parce que le 21e siècle est asiatique et que par le fait de la circularité, c'est-à-dire que le développement tourne, c'est parti de l'Europe, maintenant ça touche l'Asie et ça touchera l'Afrique plus tard, je dis non. En la matière, il n'y a pas de rationalité, tout comme il n'y a pas de ligne droite. C'est l'inventivité de chaque peuple ou de chaque population d'une partie du monde qui accélère ou ralentit son développement. Or, ce que j'observe objectivement, c'est que le mouvement est enclenché en Afrique. Il peut paraître encore désordonné. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là cet après-midi pour en parler ensemble. Il est encore désordonné, il n'est pas encore suffisamment organisé. Mais il est en mouvement, il y a une dynamique qui est à l'œuvre. Et c'est autour de cette dynamique que je voudrais organiser mon propos de cet après-midi.
une dynamique qui se manifeste d'abord à travers le réveil des diasporas africaines. Pour moi, il y a un réveil des diasporas africaines et ce réveil doit être accompagné, entretenu, organisé même, si nous voulons que l'Afrique, effectivement, soit le continent d'avenir, comme je viens de le dire. Ce réveil, et ce sera le deuxième point de mon propos, devra contribuer au réveil de l'Afrique pour que vienne le temps de l'Afrique. Donc, il faut accentuer le réveil de la diaspora parce que le réveil, il est déjà là, je vais vous montrer. Il faut que ce réveil s'amplifie pour contribuer au réveil de l'Afrique pour que vienne le temps de l'Afrique. Et le temps de l'Afrique, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas dans les années 2020, 2030. Il faut compter au moins à partir des années 2050. Il ne faut pas sauter les étapes. Et d'ailleurs, nous pouvons l'amorcer à partir de 2050, que nous, si nous, vraiment, nous commençons à mettre les bases, les fondements dès à présent. Nous avons pris conscience. Mais la prise de conscience doit être organisée pour poser les jalons, justement, du temps de l'Afrique. Et le réveil se fait comment? J'observe le réveil. Ces manifestations, c'est qu'on est passé, à mon sens, d'une diaspora du cri, c'est-à-dire une diaspora des lamentations des ex-colonisés, à une diaspora à cran. Une diaspora qui redresse les chines et qui est habitée par un désir d'auto-affirmation. Pendant longtemps, les Africains vivant en Europe ou en Amérique, mais surtout en Europe d'ailleurs, étaient prostrés et passaient leur temps à se lamenter, à rappeler justement les ravages de l'esclavage et de la colonisation, qui certes sont des faits historiques indéniables, qui ont laissé des marques indélébiles, qui ont dévasté notre continent, mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à nous lamenter. Quand on constate un fait, comment est-ce qu'on fait pour surmonter, pour dépasser ce fait? C'est la question qui nous interpelle. Et je suis heureux de voir justement que la diaspora africaine est à cette étape. On n'est plus à l'étape où on pleurnichait, où on se lamentait. On est en train de dire oui, nous avons été esclavagisés pendant 4 siècles. Oui, nous avons connu un siècle plus, pour certains un siècle et demi de colonisation. Mais comment on avance? Une fois qu'on s'est posé cette question, croyez-moi, on commence à trouver les réponses. Parce que se poser cette question, c'est se demander pourquoi est-ce que nous avons été esclavagisés. Pourquoi est-ce que nous avons connu la colonisation? Et la réponse, dans les deux cas, est la même. La même. Une seule et même réponse. Notre faiblesse technologique. Notre faiblesse sur le plan technique. On a réduit les Africains en esclavage parce qu'ils étaient incapables de se défendre face aux esclavagistes. Que ce soit l'esclavage du monde européen ou celui du monde arabe. Regardez non seulement les textes, mais également les images. Pendant que les autres avaient ce qu'on appelait à l'époque des arquebuses, c'est-à-dire des fusils qui pouvaient tirer à 5-10 mètres, nous avions encore des machettes, des lances. Ça a fait la différence. Toutes les batailles qu'on a perdues sur le continent, même pendant la période d'esclavage, c'est parce que nous étions en infériorité technologique. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose pendant la période coloniale. C'était une colonne, c'était des colonnes, quoi, d'une dizaine, vingtaine de soldats européens qui arrivaient à soumettre des contrées entières. Avec quoi? Avec quelques armes. Regardez encore la bataille en Afrique du Sud. Shaka Zulu et d'autres faisant face à des colonnes, à quelques colonnes de l'armée britannique. Il est défait pourquoi? C'était un guerrier terrible.
un preux guerrier qui n'avait peur de rien et de personne. Mais face à une arme qui tirait à 15 mètres ou à 10 mètres, ou qui pouvait tirer des rafales alors qu'il n'avait que sa lance, il a pillé des chiens. Donc, une fois que nous nous sommes posé cette question et que nous avons compris la cause de notre asservissement à travers l'histoire, nous devons passer donc à l'étape suivante. Tous les peuples qui ont subi les affres de l'histoire en sortent avec une seule formule. Plus jamais cela. Cela ne nous arrivera plus jamais. L'Afrique était capable de dire cela ne nous arrivera plus jamais. C'est à nous d'y répondre. C'est à nous d'y répondre. Et ça ne peut pas être l'incantation. Ça doit être une démarche organisée, méthodique, pensée. Nous ne devons plus consommer des catégories intellectuelles produites par d'autres, qui nous font lire notre propre histoire et notre propre avenir à partir des concepts produits par eux-mêmes. Quelqu'un qui veut être en avant ne peut pas aider le second à le dépasser. C'est fondamental. Le deuxième point de cette manifestation, c'est que nous sommes passés d'une diaspora qui était entrée en léthargie, si vous voulez. Une diaspora, je dirais presque de l'indifférence vis-à-vis du continent, à une diaspora d'engagement et de reconquête du continent. C'est formidable. C'est formidable. La diaspora était comme dans une phase, effectivement, d'indifférence, de somnolence, parce qu'elle était découragée par la réalité du continent. Et on commençait à se dire, à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi passer des nuits blanches à réfléchir à un continent qui est désespérant? Il n'y a rien de bon à en tirer. Mieux vaut s'occuper de ce qu'on peut faire pour aider les enfants à avancer. Sauf que, en disant cela, au fond de vous-même, le continent vous manquez cruellement. Sauf qu'en disant cela, justement, vous élevez des enfants qui n'avaient plus de racines, mais qui restaient des étrangers éternellement et définitivement des étrangers dans le monde. Il faut qu'ils retrouvent leur enracinement. Ils ne seront forts que parce qu'ils ont un enracinement. Du jour où vous aurez, je ne dis même pas toute l'Afrique, mais quelques pays africains forts, quelques pays africains phares, on respectera toutes les personnes de couleur noire à travers le monde. Vous vous êtes engagés et bon Dieu, vous avez fait beaucoup pour le continent. Mais nous sommes à une étape où il faudrait que ce que vous faites pour le continent soit organisé, mieux organisé, soit plus rationnel et soit fait en fonction des objectifs que nous voulons atteindre et non pas en réaction à des sollicitations ponctuelles. Des parents sont malades, on envoie de l'argent. Une communauté n'a pas d'école, on la soutient. C'est très bien, mais on ne va pas bien loin avec ça. Je voudrais que l'on projette ici la carte numéro 1 à l'écran pour que vous voyez que vous avez contribué énormément en termes de transfert d'argent sur le continent. Ce sont des masses considérables. Mais ce n'est pas ressenti comme tel. L'impact, justement, n'est pas là. Parce que ça n'est pas organisé. Parce que les sommes, les montants que la diaspora a transférés en Afrique auraient pu permettre de réaliser des œuvres spectaculaires, des choses qui font la fierté du continent. Mais ce n'est pas perceptible, parce que c'est dilué dans le courant du transfert. Et c'est pour cela qu'il faut mieux organiser cela.
Vous voyez donc sur le tableau numéro 1, prenons juste la dernière année de ma source, qui est un document de l'Union européenne, 37 milliards de dollars des États-Unis. 37 milliards de dollars des États-Unis transférés par les diasporas en Afrique en 2020. Lorsque les chefs d'État africains sont invités à des conférences, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique. Dites-moi si l'ensemble des engagements financiers pris par ces pays n'ont jamais atteint ce montant. Jamais. Pourtant, c'est à ces lieux-là, justement, que nos pays sont appelés à suivre les instructions qu'on leur donne parce qu'on leur fait croire qu'en contrepartie, ils recevront des financements. Alors que leur diaspora est capable de financer ça. Sur lequel nous devons réfléchir. Parce que justement, on passe le temps à faire croire que nous ne sommes pas capables de générer les ressources nécessaires pour notre propre développement. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre développement. Avec qui, quand et pourquoi. On n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible. On accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans les divers pays africains. Pour la diaspora, pour les diasporas, comme le montre la mise en place des programmes internationaux de transfert des compétences des diasporas. À cet égard, il existe aujourd'hui des programmes permanents d'attraction des talents. Tenez, par exemple, ce qu'on appelle des programmes de transfert de capital humain ciblés à court terme, consistant à déployer des expatriés africains, en général sur la base du volontariat. Les plus connus sont le programme TOCTEN, T-O-K-T-E-N, c'est-à-dire Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals, mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a également des initiatives du MIDAS, c'est-à-dire Migration for Development in Africa, et puis le Connecting Diaspora for Development de l'Organisation internationale des migrations. Donc ces organisations, au fond, qui ne regardaient pendant longtemps la diaspora que comme un problème, c'est-à-dire des masses de gens à gérer parce qu'ils étaient en danger, ils avaient traversé la mer à la nage, il fallait les caser quelque part, il y avait des réfugiés, des gens qui demandaient le droit d'asile, regardent la diaspora aujourd'hui comme un potentiel qui peut permettre effectivement de travailler sur le continent africain, sur la base du volontariat, des programmes que ces organisations ont conçus et mis en œuvre. Mais ça, c'est bien, c'est une contribution. En ce qui me concerne, je crois que le rôle déterminant de la diaspora, comme un des leviers essentiels du développement de l'Afrique, sera défini par les Africains et la diaspora elle-même. J'y reviendrai quand on va parler de l'approche stratégique. Il y a également toujours, en ce qui concerne le réveil de la diaspora, on voit bien qu'il y a des jumelages entre communautés de la diaspora basées dans une ville, ici en Europe, en Occident ou ailleurs, parfois dans un pays, donc un jumelage avec d'autres villes sur le continent. Ça aussi, c'est positif, c'est intéressant. Mais là encore, je dis toujours, évitons le saupoudrage. Parce que le saupoudrage ne laisse pas de traces. Concentrons-nous, vous pouvez dire,
si vous choisissez cette approche-là, de dire, nous sommes un groupe de ressortissants, en fait, de la diaspora ressortissant de tel pays. Nous voulons appuyer telle collectivité territoriale décentralisée dans ce pays-là. Et vous concentrez vos efforts sur cette collectivité avec des projets que vous aurez définis ensemble avec les 10 collectivités, que vous réalisez, ça fait un impact, ça fait une différence. Plutôt que de saupoudrer. Parce que si vous avez les moyens de faire quelque chose qui fasse la différence dans une collectivité et vous utilisez les mêmes moyens pour 10 collectivités, ce ne sera pas perceptible. Ça n'a pas l'impact que vous le cherchez. Enfin, on constate l'émergence d'une force réelle dans divers domaines et notamment on voit une compétence extraordinaire de la diaspora africaine ou des diasporas africaines dans les domaines de la fintech, c'est-à-dire ce qu'on appelle la finance technologique, dans la construction et l'immobilier. Et ça, c'est très intéressant. Je vais, après l'énumération, revenir. Dans l'informatique, dans la transformation des produits agricoles, dans la mode, avec dans ces 2 derniers cas, c'est-à-dire transformation des produits agricoles et la mode, l'apparition de vraies marques africaines. On voit qu'il y a vraiment un branding avec des marques africaines qui apparaissent grâce à la diaspora, grâce justement à votre savoir-faire et l'expérience que vous avez. Donc je vous disais, l'immobilier. Prenons l'immobilier. Voilà, et ça me donne un bon exemple pour vous montrer comment la diaspora opère dans le monde. Si vous prenez l'immobilier, donc la construction, vous verrez que la qualité de la construction s'est considérablement améliorée, par exemple dans un pays comme la Turquie, grâce à quoi? Grâce aux ouvriers turcs qui venaient d'Allemagne. Vous voyez? C'est important à voir, parce qu'il faut qu'on arrête de vous raconter des sonnettes, il faut ouvrir les yeux et voir comment le monde fonctionne. Et d'autres, après, justement, chaque fois que l'Afrique s'inspire, on dit que l'Afrique est incapable de faire quoi que ce soit, elle copie. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous regardez la construction. Donc, l'ouvrier du bâtiment turc s'est considérablement amélioré grâce précisément au savoir-faire engrangé par ces ouvriers en Allemagne. Et vous observerez, alors cette fois-là sur le continent africain, les mêmes phénomènes, avec les Algériens, avec les Sénégalais, parce qu'ils ont été beaucoup dans la construction. Si vous regardez une entreprise de construction au Sénégal, comparée à une entreprise de construction dans un pays d'Afrique centrale, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils gagnent des marchés aujourd'hui en Afrique centrale, parce que leur savoir-faire leur permet justement de compétir avec succès. Donc ne négligez pas, et je reviens à mon idée de départ, une diaspora protéiforme. Personne n'est négligeable et n'est à négliger dans la diaspora. Donc l'ouvrier qui est sur les chantiers de construction en Europe gagne en expérience. Ce qui veut dire que s'il rentre en Afrique, il y a un plus qu'il apporte dans le développement. Vous pouvez créer une entreprise de bâtiment dans un pays en Afrique, mais si vous n'avez pas d'ouvriers qualifiés, vous ne pouvez pas faire compétir pour les marchés publics ou d'autres, même les marchés privés. Et ce sont les étrangers qui vont venir à faire les marchés. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas un personnel qualifié. Donc toutes les expériences sont valables. Toutes les expériences sont utiles. Toutes les expériences sont importantes. Nous devons les canaliser. Lorsqu'on a construit le pipeline Tchad-Kribi, c'est-à-dire entre le Cameroun et le Tchad pour l'évacuation du pétrole de Doba, sur presque 1000 km, 800, 900 km. Tous les ouvriers soudeurs du pipe étaient des non-africains. On n'en avait pas trouvé un seul en Afrique. Ils venaient des Philippines et quelques Colombiens. Or, précisément, l'expérience acquise ailleurs peut permettre à l'Afrique, ce n'est pas simplement avec des choses les plus compliquées, les plus sophistiquées que nous allons nous développer. C'est aussi avec des choses basiques. Donc, cette catégorie de la diaspora également est extrêmement importante. Maintenant, quelles sont, j'ai parlé donc des manifestations du réveil de la diaspora africaine. Quels sont les écueils, quels sont les obstacles que je vois
notamment dans les rapports actuels de la diaspora avec le continent. D'abord, je note dans le discours d'une certaine catégorie de la diaspora ou de certains membres de la diaspora, un discours clivant, si vous voulez, un discours de déclassement au sein de la catégorie sociologique de diaspora. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, chaque fois que j'ouvre un média africain, il y a des jeunes de la diaspora qui parlent de la diaspora et des projets de la diaspora, ils disent, nous les jeunes de la diaspora, bon, vous avez dit que c'est parce que je suis vieux que j'ai dit ça, mais non, c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir cette approche-là, elle est désastreuse. Parce que je ne vois pas que les jeunes dans cette salle, il y a des gens mûrs qui ont aussi besoin de partager leur expérience. Donc le problème n'est pas l'opposition entre les vieux et les jeunes de la diaspora, c'est ce que la diaspora peut faire ensemble collectivement. Je regardais, je ne vais pas citer la chaîne encore dernièrement, il y avait deux jeunes sur le plateau. Tout ce qu'ils disaient était très intéressant. Mais ils n'avaient pas besoin de dire, nous les jeunes, la jeunesse africaine, non. La jeunesse, c'est un mouvement, c'est un temps. Une fois que vous avez vu le lendemain, vous avez vu donc c'est qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, les gens qui ont porté le développement sur d'autres continents ou sur d'autres pays n'étaient pas tous que jeunes. Vous savez, ils n'étaient pas tous que jeunes. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici et là, refermer parce que je vais revenir là-dessus plus loin. Si je vous prends Israël, Weizmann, qui crée l'Institut Weizmann au moment de la fondation de l'État d'Israël, il a quel âge? C'est pas un jeune. Pourtant, il a semé une graine qui est l'une des plus belles graines qui a été semée dans son pays, puisque l'Institut Weizmann est devenu l'un des instituts scientifiques les plus connus, les plus réputés au monde, qui a produit plusieurs prix Nobel, et je ne sais pas encore. Donc, c'était pas Ben Gurion même qui se battait pour l'État d'Israël, n'était pas si jeune que ça. Donc, non, c'est un discours clivant qui n'est pas bon. Bon, la jeunesse a sa place, la jeunesse doit avoir toute sa place, mais il ne faut pas. Je crois que ce serait mauvais d'entrer dans une opposition fondée sur ce critère. Donc, cette tendance à la sublimation de la jeunesse dans une opposition qui est non dite et même contre-productive, n'est-ce pas, avec des personnes qui ne sont pas plus tout à fait jeunes. Parce que si on veut dire jeune, à 50 ans vous n'êtes plus jeune, est-ce que donc ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire ou à donner dans le développement du continent? Non, donc ça n'a pas de sens. Je me souviens toujours dans cette opposition absurde, je me souviens toujours d'un jeune, qui ne l'est plus maintenant, bien entendu, qui a, je crois, 20 ans, 30 ans, avait lancé justement la guerre contre ce qu'il appelait à l'époque les quadras. Donc il était dans la trentaine, il voulait plus voir les gens de la quarantaine. Sauf que maintenant qu'il a peut-être 50, il a quasi 60 ans, je ne sais pas vers qui va lancer la guerre. Donc, discours clivant. Deuxième écueil que je vois, c'est que je note que la diaspora a des attentes démesurées, voire parfois extravagantes, dans les pays d'origine. C'est important, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois une sorte de manque d'humilité de la part de la diaspora quand elle revient sur le pays. Certes, elle est nantie d'expérience, parfois même de savoir, mais elle croit que pour cette raison, elle a droit à tout. Elle a droit à tous les privilèges. On doit lui dérouler le tapis rouge. Personne ne vous déroulera le tapis rouge. Et sortez ça de votre esprit. Complètement. Parce que d'ailleurs, j'ai coutume de dire, à un moment donné, les gens disaient, oui, mais nous, la diaspora, et un jour, un peu exaspéré, j'ai dit, mais moi-même, j'ai été aussi la diaspora, les gens me disent, voilà. Donc, non. Quand vous rentrez, je crois que ce sur quoi on doit se battre, c'est le cadre d'accompagnement pour faciliter l'insertion de la diaspora ou la contribution de la diaspora au projet collectif. C'est ça. Ce n'est pas de demander des privilèges. C'est pas. Imaginez, réfléchissons un instant. Vous prenez un pays de 30 millions d'habitants. Ce pays peut avoir 2 millions,
de ses compatriotes dans la diaspora, peut-être même plus, peu importe. Et elle arrive et elle dit, nous on veut avoir ci, on veut avoir ça, et on lui donne. Mais ceux qui sont restés au pays, comment ils réfléchissent, ils réagissent par rapport à ça? Il y aura deux sentiments possibles. Ou ils disent, ah, nous avons compris, maintenant pour être quelque chose dans ce pays, il faut qu'on aille. Voilà, il faut aller tenter l'aventure. Donc dans ce cas, ne leur dites plus qu'ils ne doivent plus aller mourir dans le désert ou dans la Méditerranée. Puisque vous-même, par votre comportement, vous accréditez l'idée que tant qu'on n'est pas allé, on ne vaut rien. La deuxième attitude, c'est qu'ils vont dire, ok, nous, on se bat ici dans l'adversité et la difficulté, et maintenant les autres arrivent, pour on ne sait quelle raison, il faut qu'on leur déroule le tapis rouge. Imaginons, vous arrivez, vous demandez par exemple des exonérations fiscales particulières pour vous, la diaspora. Est-ce que c'est même logique? Parce que, donc ça veut dire que celui qui est resté au pays, qui crée son entreprise, doit payer plus d'impôts que vous, parce que vous venez de la diaspora. D'abord, même sur le principe de la concurrence. La concurrence est déloyale à ce moment-là. Mais deuxièmement, c'est un facteur, j'allais dire, des incitatifs, si j'ose dire. C'est-à-dire qui n'incite pas les locaux. Non, il me semble par contre que la diaspora peut dire vraiment les labyrinthes administratifs, avec toutes les complications, avec toutes les stations où il faut s'arrêter pour faire la corruption. Voilà. Il faut nous épargner cela. Oui, ça c'est légitime, c'est normal. Donc, par exemple, l'idée d'un guichet unique, encore qu'on peut faire un guichet unique pour la diaspora et faire un guichet unique pour les nationaux, le même guichet unique est valable, parce que si vous voulez faire de l'incitation au développement, il n'y a pas à faire un guichet unique pour la diaspora et pas un autre pour les nationaux. Pareil, chacun veut que l'on lui facilite les formalités administratives. Donc, faire un guichet unique, que si vous voulez, vous arrivez dans un pays, vous voulez investir, qu'en 48 heures, on vous donne vos papiers. Ça se fait dans d'autres pays. 48 heures, vous avez vos papiers. Parce que si c'est au même endroit, le registre du commerce, parce que si, au fond, c'est parce que beaucoup de nos pays ne font pas l'effort d'informatisation. Si vous avez informatisé les données du registre du commerce et les greffes des tribunaux pour vérifier, si dès lors que quelqu'un remplit les formulaires pour dire je vais créer mon entreprise, vous interrogez la base de données, c'est correct, vous interrogez d'autres bases de données pour regrouper les informations, en 48 heures, vous pouvez lui donner son papier. Vous voulez créer des entreprises, faciliter la tâche aux gens. Vous ne pouvez pas multiplier les obstacles. Donc ça, on doit pouvoir faire cela pour la diaspora. De la même façon, je pense sérieusement, et là c'est un domaine, parce que c'est un domaine qui est sensible et il y a beaucoup d'obstacles. Le domaine foncier, ça fait des ravages dans les débats dans un pays aujourd'hui, mais on peut juste dire, pour que les gens de la diaspora ne se fassent plus gruger, passez-moi ce terme familier, il faut qu'on leur facilite. Et là aussi, nous avons aujourd'hui un certain niveau d'informatisation du registre foncier dans la plupart des pays, à partir duquel vous pouvez savoir si un terrain a un titre foncier ou pas, et l'affectation. Et donc, vous pouvez donner des conseils à des personnes qui viennent de la diaspora en disant, écoutez, n'achetez pas ce terrain parce qu'il y a des problèmes dessus, achetez tel autre parce que voilà. Donc je pense que ce genre de structure peut être mise en place pour faciliter la vie et surtout sécuriser les investissements des gens qui viennent de la diaspora, parce que beaucoup d'entre eux ont coupé physiquement avec le pays depuis longtemps, ils ne connaissent plus comment les caïmans nagent dans l'eau. Donc on peut, effectivement, il y a un ensemble de choses qu'il faudrait mettre en place pour les accompagner. Un troisième point que je considère comme un point de faiblesse, c'est que je note que la démarche de la diaspora reste encore, pour l'essentiel, une démarche individuelle. Elle est individuelle. Vous avez un peu d'argent, voilà, vous allez acheter votre terrain ou votre maison, vous en envoyez un peu à la famille, ou bien vous êtes en confrontation ou aux prises avec l'administration de votre pays tout seul. Mais imaginez que la diaspora, et c'est ce que je préconise, se mette en réseau, s'organise. Et se mettre en réseau, ça peut être un réseau de compétences. Et des gens qui sont intéressés par les affaires peuvent faire.
Les gens qui sont intéressés par l'immobilier peuvent se constituer, opérer même dans un pays ou dans plusieurs pays. Les ingénieurs peuvent se constituer. Je veux dire, on peut mieux s'organiser. Et moi, je le redirai à plusieurs reprises au cours de cet exposé, c'est qu'il me semble que la diaspora est mieux placée aujourd'hui pour impulser des entreprises qui associent plusieurs personnes. Parce que je regarde en arrière sur le continent, les gens ont beaucoup de mal à se mettre ensemble pour nous créer une entreprise. Les gens, à plus forte raison, pour créer des entreprises multinationales africaines. Alors pourquoi est-ce que des gens de la diaspora, du Sénégal, du Burkina Faso, Congo, Togo, Bénin, que sais-je encore, Cameroun, RDC, Tanzanie, Angola, pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre ensemble et créer une entreprise, des entreprises africaines à plusieurs branches? On peut, c'est pas facile, j'en conviens, mais on peut y réfléchir. Parce qu'il est infiniment plus facile de créer une entreprise à plusieurs branches lorsque vous, dans chaque pays, vous vous appuyez sur un partenaire national, que de créer une entreprise dans votre pays et de vouloir justement développer des branches dans un autre pays, parce que nous savons que ces affaires de souveraineté qui sont liées à des frontières et tout, ça résonne encore beaucoup dans nos cerveaux. C'est-à-dire, oh, il est gabonais, il est camerounais, il est... Bon, ce qui... Bon, ça nous amuse parce que ça fait... On multiplie le nombre de chefs d'État. C'est très intéressant, ça donne un job. Mais en réalité, nous savons que tout cela, c'est quand même un peu ridicule. Parce que vous avez des pays de 2 millions d'habitants, de 3, quand bien même il serait 10 millions ou 50 millions. C'est quoi? Le Nigeria seul a 210 millions. Vous fractionnez là-bas. Toute l'Afrique centrale réunie, vous ne faites même pas la moitié. Donc seulement chacun agit de drapeau. Après, vous allez dire que voilà, quand le président, quand le président chinois vous invite, vous mettez votre plus beau costume, vous arrivez pour le saluer. Vous êtes il faut que nous arrivions à une étape. Pourquoi est-ce que des entreprises puissantes ont émergé aussi rapidement en Chine? Parce qu'ils avaient l'accompagnement, mais parce qu'ils avaient un marché intérieur conséquent et une puissance dont ils les portaient. Mais vous ne pouvez pas, quelle que soit votre force, votre talent personnel, vous êtes un pays qui a 2 millions, 5 millions, voire même 10, 20 millions d'habitants. Vous faites une entreprise, pour aller à la conquête du reste de l'Afrique, vous devez tellement travailler à chaque fois. Vous devez aller prospecter dans le pays, connaître les règles du jeu dans le pays, trouver quelqu'un dans le pays. Si vous ne trouvez pas quelqu'un dans le pays, si vous exportez, il est fragile, il ne connaît pas. Alors que si vous arrivez à construire des entreprises comme cela, vous faites une entreprise panafricaine tout de suite. Et le panafricanisme n'est pas seulement, et ne doit pas être réduit seulement à sa dimension politique. Il doit être économique aussi. C'est-à-dire nous devons avoir des multinationales africaines qui contrôlent le continent. Il y a quelques exceptions comme Dangote, comme plusieurs banques nigérianes aujourd'hui, comme Ecobank, mais j'ai du mal à citer ces banques tout de suite, dès qu'elles grandissent, les Occidentaux en train de contrôle. Vous comprenez? Donc est-ce que c'est encore une banque africaine? Non. Voilà, donc c'est ça le problème des Africains. Même la Banque africaine de développement n'est plus une banque africaine. Et moi je me demande à quoi ça sert d'avoir une banque africaine de développement qui n'est pas contrôlée par l'Afrique. Alors que nous, les pères fondateurs, justement, c'était donner un mal fou pour se donner un instrument de développement qui s'appelle Banque africaine de développement. La banque n'est plus contrôlée par l'Afrique aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Et je disais donc que le fait que nous ayons une approche solitaire ou individuelle fait qu'il y a des redondances dans nos initiatives, même dans nos projets de développement. C'est-à-dire que vous allez voir parfois que un membre de la diaspora du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, peu importe le pays, va avoir un projet. Mettons par exemple sur, on peut prendre quoi? Le transfert d'argent, ou le mobile money, ou le mobile banking. Et il va avoir ça. Et tout de suite à côté, le pays d'à côté,
puisque vous êtes tous des ingénieurs très intelligents et tout ça, quelqu'un va reproduire aussi dans son pays, il a lancé sa part. Et au final, aucune des deux entreprises ne grandit aussi, de manière aussi significative. Je ne dis pas que les marchés de niche ne sont pas intéressants, mais on pourrait donc, à partir d'une initiative comme cela, associer les talents, associer les énergies. Beaucoup, je regarde beaucoup les médias africains pour voir justement le mindset des jeunes africains. Et beaucoup disent, oui, je fais ça, mais je vais faire une multinationale africaine. Donc c'est toujours je, et puis je vais faire. Mettez-vous ensemble. Vous n'êtes pas obligé de commettre des erreurs ou bien de suivre le parcours, de ne pas suivre le parcours que les aînés ou les anciens ont suivi. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme de Songui qui a été à l'origine de, vous parlez de l'Ecobank, doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Parce qu'il voulait doter justement l'Afrique d'une banque de détail qui puisse tenir la dragée haute aux banques étrangères qui étaient implantées sur le continent. Peu à peu, j'ai l'impression que le contrôle échappait aux Africains. Donc, de la même façon, on ne crée pas l'entreprise simplement pour gagner le maximum d'argent possible. Ou alors, si on gagne le maximum d'argent possible, c'est pour faire autre chose. On peut effectivement créer un projet dont la valorisation capitalistique devient très très importante et on cède ça parce que ça vous donne le cash pour faire autre chose. Moi, ça, je peux comprendre, toujours dans le sens du développement du continent. Mais croyez-moi, mes chers amis, un continent ou des pays qui n'ont pas une réelle maîtrise d'un certain nombre d'acteurs économiques majeurs, vous êtes rigolo à l'échelle du monde. Et que personne ne vienne vous faire croire que l'économie libérale que l'on nous enseigne depuis des décennies aujourd'hui veut dire que c'est une économie dans laquelle l'État n'interfère pas. C'est-à-dire que même, je ne sais plus à qui on ne peut plus enseigner ça aujourd'hui. Donc l'Afrique, pour contrôler son destin, doit contrôler un certain nombre de leviers. C'est aussi simple que ça. Sinon, les États-Unis, je me souviens quand moi j'étais étudiant, on entendait en économie, j'en ai fait un peu, l'école de Chicago avec Milton Friedman. Avec la fameuse main invisible, n'est-ce pas, que les économistes britanniques avaient Adam Smith au 19e siècle. Sauf que c'est ridicule parce que lorsqu'il y a eu le crash boursier bancaire de 2008, les États-Unis ont nationalisé. Nationalisé, vous pouvez imaginer, ça écorche les oreilles dans la pensée américaine, mais ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas nationalisé que les banques, ils ont nationalisé le secteur automobile, n'est-ce pas? General Motors. Pour la reconsolider, la remettre sur les rails et recéder. Il faut qu'on arrête de nous tourner en bourrique et de nous tourner dans la farine. Nous devons apprendre de tout cela pour dessiner les voies du développement de l'Afrique de demain. Mon dernier point, deuxième partie en fait, c'est que la diaspora ou les diasporas africaines doivent contribuer au réveil de l'Afrique pour que vienne le temps de l'Afrique. C'est-à-dire le temps où l'Afrique sera un acteur majeur et je voudrais pouvoir le dire incontournable du jeu international. Ce temps, ça se prépare. Je vous ai dit la Chine en une génération. Je peux ajouter l'Inde en une génération. C'est doté de toutes les capacités que vous voyez. La capacité n'est pas seulement dans le domaine militaire, nucléaire et tout cela, encore qu'il faudra y réfléchir un jour, mais c'est d'abord de voir comment les gens arrivent à maîtriser la science et la technologie, à contrôler les leviers de développement économique majeur. Pendant longtemps, personne ne savait qu'un pays comme l'Inde construisait, par exemple, les véhicules, que son domaine de la santé et de la pharmacie était l'une des plus avancées, l'un des plus avancés au monde. Aujourd'hui, tout le monde fait le tourisme sanitaire en Inde, n'est-ce pas? Parce que tous les Africains maintenant, si vous regardez le flux, vous savez que l'Inde est aujourd'hui le pays qui maîtrise le mieux la technologie de synthèse de vaccins. Même en Occident, on envoie en Inde. Tout cela, c'est en moins d'une génération. C'est en moins d'une génération. Je vous rappelle que l'Inde a été indépendante en 1947. Pas avant, 1947.
faut comprendre qu'on nous a trop dispersés, on nous a trop éparpillés, on nous a trop opposés. Et en fait, nous nous plaisons là-dedans. Je ne sais pas quel effet, qu'est-ce que ça produit sur le mental d'un Africain d'agiter le drapeau. C'est quoi? C'est un tissu, un morceau de tissu. On vous a dit, vous êtes Sénégalais, vous êtes Camerounais, vous dansez, je suis Camerounais, je suis Sénégalais. Mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui a décidé un jour que c'est comme ça. Et ce quelqu'un-là, c'était même pas vous. Et vous êtes incapable de dépasser ça pour dire, nous voulons même redéfinir comment nous voulons nous organiser à l'échelle du continent. Tout le monde sait que nous n'arriverons pas avec nos 54 États dans les contextes actuels. On n'y arrivera pas. Je peux vous le dire. On n'y arrivera pas. Les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO ont établi ce qui constitue, d'après elles, les principales stratégies de mobilisation de la diaspora. On va voir la carte. Oui. Donc ça, c'est ce que les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO appellent les principales stratégies de mobilisation de la diaspora. En examinant le document, je n'ai trouvé aucune stratégie. Regardez vous-même. Est-ce que faciliter le transfert de fonds est plus stratégique? Regardez. Facilitation des transferts de compétences, harmonisation. Ce ne sont pas des stratégies. Ce sont des recettes de mise en œuvre. Et la stratégie n'y est pas. Donc le mot est galvaudé, eux-mêmes ne savent pas ce qu'on appelle ça. Il faut vraiment une pensée stratégique pour construire à la fois l'apport de la diaspora à l'Afrique et pour construire le positionnement de l'Afrique dans le monde. Mon invitation à ce que vous contribuiez au réveil de l'Afrique est en réalité un appel à la poursuite de votre engagement. Parce que vous êtes déjà engagé, pleinement engagé. J'en profite donc pour saluer les efforts entrepris dans ce sens depuis toujours par la diaspora. Que de tels efforts aient réussi ou pas, peu importe. C'est sur la fondation de ces efforts que doit se construire la renaissance de l'Afrique. Notre mission à nous, mais notre mission collective en tant qu'Africains, c'est de rendre possible, pas dans cette génération, dans cette période de notre histoire qui mêle plusieurs générations, c'est de rendre possible l'avènement de cette renaissance. Et pour y parvenir, une exigence stratégique s'impose à vous. Exigence stratégique. Je vais l'évoquer rapidement avant de partager avec vous quelques éléments nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie en question. Donc, exigence d'une approche stratégique. Cette exigence demande de réfléchir à la rencontre entre les capacités de la diaspora et les ambitions de développement et de rayonnement de l'Afrique. Capacité de la diaspora d'un côté, les ambitions de développement et de rayonnement de l'Afrique de l'autre côté. Donc les deux doivent être mis ensemble. Cela veut dire la pensée stratégique, ce n'est pas la pensée tactique, ce n'est pas comment on exécute, c'est d'abord définir les objectifs. Il faut définir les objectifs. Et ensuite, se donner les moyens, donc déterminer les moyens. Et mettre en œuvre les moyens suivant un calendrier qui est arrivé. C'est ça la stratégie. C'est extrêmement important. Et quels sont les éléments pour une mise en œuvre efficace de la stratégie? Vous voyez, je n'ai pas défini la stratégie parce que je dis c'est le rôle de la diaspora et le rôle de l'Afrique sur le continent.
Donc ce n'est pas dans une salle de conférence que vous allez espérer de moi que je vous définisse une stratégie. Chaque fois qu'on m'interroge, je suis toujours amusé, les journalistes disent « Oui, mais quelle est votre stratégie par rapport à la prochaine élection ?» Je disais « Mais si je vous disais, moi, vous-même, vous allez voir que je vais vous dire. » Sur le plan politique, il me semble que un des éléments pour la mise en œuvre d'une stratégie, quelle qu'elle soit, qui sera définie, sera sur le plan politique de régler la question de la plurinationalité et de la participation des Africains de la diaspora à la vie publique dans leur pays d'origine. Si vous regardez cette carte, vous verrez que les pays aux couleurs foncées sont ceux où il existe la double citoyenneté. La double citoyenneté est autorisée dans ces pays. Et moins foncés sont les pays où la double citoyenneté n'est pas autorisée. Mais on voit quand même que ça évolue. Le nombre de pays où la double citoyenneté est autorisée progresse en Afrique. Je peux vous dire que dans les années 60, ce n'était pas envisageable parce que les gens étaient à ce point attachés à leur souveraineté d'impôt national qu'on ne pouvait même pas le concevoir. Aujourd'hui, ça progresse. Vous voyez, là où c'est très très clair, c'est parce qu'il n'y a pas de données. Par exemple, ce n'est pas très clair en Afrique du Sud, entre la Centrafrique entre le Centrafrique et le Soudan du Sud, c'est pas très, la Mauritanie également, et le Burkina, il y a des données qui ne sont pas claires. Mais les autres, c'est clair. C'est extrêmement important de voir comment l'adoption de la plurinationalité a contribué justement à l'implication de la diaspora dans le développement des pays qui l'ont adopté. Si vous prenez, et pour moi c'est un exemple, quand les anglo-saxons disent the best practices, c'est-à-dire les meilleures pratiques, voilà. Prenons le Maroc, c'est un cas vraiment d'école en termes de contribution de la diaspora au développement du pays. Vous prenez le cas du Maroc, la question de la plurinationalité est réglée depuis longtemps. Et donc, si vous regardez, ici en Europe, moi je vois des Marocains qui sont maires aux Pays-Bas, qui sont dans les gouvernements, qui sont dans différentes positions. Je les vois scientifiques au plus haut niveau, qui dirigent des laboratoires, des services dans les hôpitaux, je les vois, etc., etc. Si vous regardez le contingent des ingénieurs marocains dans les plus grandes écoles françaises, écoles polytechniques, centrales, ponts et chaussées, et que ces gens mines et tous les restes, ils ont le plus grand contingent des étrangers. Quand ils sortent de là, généralement ils font un parcours dans les grandes entreprises ici. Et puis ils rentrent au Maroc. Ça donne quoi? Ça donne comme résultat le fait que le Maroc est désormais considéré comme une niche de capacité où même certaines entreprises les plus avancées en Europe délocalisent. Et c'est pour cela qu'il s'est construit au Maroc très rapidement, en quelques années, une filière aéronautique. C'est le seul pays africain, même avant l'Afrique du Sud, qui a une filière aéronautique, puisque le Maroc participe à la construction de Airbus. Filière automobile, Renault et d'autres ont installé au Maroc, etc., etc. Aujourd'hui, le Maroc abrite le plus grand centre de développement de l'intelligence artificielle, qui est l'avenir technologique. Mais ça se joue là. C'est au Maroc. Et je pense même qu'ils veulent se transformer en centre d'excellence pour l'Afrique, pour tous les autres pays africains. Ça, c'est grâce à la double nationalité ou à la plurinationalité. Parce que je crois que une des dames qui vient d'être élue à la tête, je crois, d'un des instituts dans le domaine de la recherche médicale plus avancée aux États-Unis est une Marocaine. Ça donne quoi comme résultat? La semaine dernière, le Maroc a dévoilé sa marque de véhicule
qui n'est plus une voiture montée, c'est-à-dire que ce n'est pas un... Renault est là, il y a la chaîne Renault qui fait, mais il y a maintenant la marque marocaine. Vous me direz, bien sûr, il y a au Ghana un brave mécanicien qui s'est débrouillé, qui a mis au point, ça va. Il y a au Nigeria, il y a même au Cameroun. Hein. Mais ce n'est pas la même chose. Là, nous parlons d'un modèle de véhicule conçu suivant les canons technologiques, prêt à être mis sur les marchés du monde, qui intègre en fait toute la problématique de la voiture non polluante d'aujourd'hui, etc., par des ingénieurs. Et ça, c'est le fait, transfert de savoir-faire à partir de canaux de relations entre les Marocains de la diaspora, qui ont également la nationalité de leur pays, qui peuvent aller et venir. J'ai dit ça depuis 15 ou 20 ans. J'ai dit ça depuis 15 ou 20 ans. Dans mon pays, ne regardez pas la diaspora comme des ennemis, ou un ennemi, comme un adversaire. Ce sont des gens qui aiment leur pays, ils ont envie de contribuer, mais ils peuvent être impatients un peu mais ils aiment leur pays. Les personnes et ce qui se passe aujourd'hui, on voit le résultat. Si vous regardez bien, les banques qui sont en train d'aller à la conquête de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui ne sont plus les banques françaises ou britanniques, sont les banques marocaines. Mais il y a d'autres. Dans le domaine industriel, l'office chérifien des phosphates, avec la mise en place des usines de production de l'ammoniac et des engrais, il y a tout ça, ça s'est préparé, c'est quelque chose de méthodique et le résultat se voit. Or, vous pouvez avoir dans le même temps, pendant longtemps, je me souviens, quand vous regardiez le résultat, par exemple, des entrées à Polytechnique, ça, c'est pas pour faire un chauvinisme national. Je suis profondément panafricaniste. Donc, mon pays, c'est mon pays, je l'aime énormément parce que j'y suis né, mais je crois que je n'ai aucun problème qui s'installe dans une conception plus globale de l'Afrique qui permette au continent de voir loin et d'aller loin. Mais je citerai cet exemple, je disais que pendant longtemps, après les Marocains, dans les grandes écoles françaises, c'était les Camerounais. Les premiers polytechniciens, les premiers diplômés de l'école polytechnique, qui est l'école qui était la crème avant, dans les écoles d'application que sont mines, ponts et chaussées, tout ça, c'était Camerounais. Même le général, le commandant de l'armée de l'air, Danso, il sortait de Polytechnique. Tout le reste. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a même un célèbre polytechnicien chez nous, bon, qui... Et Kindi. Je ne vais pas donner l'impression de... Bon. Mais non, ce n'est pas lui qui est en cause. Ce n'est pas lui qui est en cause. On ne l'a pas utilisé à la mesure de son talent. Et moi, ça, je le déplore. Il peut avoir fait des... On ne l'a pas utilisé à la mesure de son talent. Vous n'avez pas, dans un pays comme le Cameroun, dans les années 1970, dans la première décennie des indépendants, des gens qui sortent de Polytechnique ici, on les malmène au point où ils oublient qu'ils ont été à l'école. J'ai jamais vu, et là je parle, je pourrais, puisque vous allez citer celui-là, un autre ingénieur des mines qui a été emprisonné à Tchodire pendant combien d'années? Qui a écrit un livre sur les mathématiques et le football, si vous voulez, je ne vais pas donner de nom ici, je ne suis pas là pour faire la publicité. Mais sachez que le problème, donc, lorsque vous êtes face à cette situation, où des individus émergent par eux-mêmes, brillent, mais sans être dans un projet, ça donne rien. Alors on va vous dire, oui, je suis fatigué d'entendre dire, oui, la première Camerounaise, elle est allée à la NASA. Elle est à la NASA. Ils vont à la Lune. Pourquoi ils s'arrêtent seulement à la Lune? Le problème, c'est qu'ils entrent dans quel projet? Ils entrent dans quel projet pour l'Afrique? Est-ce que nous allons passer nos vies à nous féliciter du fait qu'on nous a reconnus quelque part? Oh, il a eu tel prix, il a eu telle médaille. Oh, il a été le premier à... Quoi?
c'est parce que vous êtes encore habité par le complexe d'infériorité. Parce que si vous savez ce que vous êtes, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un dise que... Vous allez dire, je leur ai fait l'honneur. Tout à fait. Nous nous sous-estimons et puis nous sommes étonnés qu'on nous sous-estime. Donc voilà vraiment le problème que j'ai. C'est créer la possibilité pour la diaspora. Les leviers on peut décliner ça de façon infinie. Je parle de la plurinationalité. Mais les pays ont diverses formules. Même le Maroc, ce n'est pas une formule unique. Il y a des formules où certains n'ont que la carte, ce qu'on appelle la carte de la diaspora, qui vous donne des droits spécifiques. Il y a des pays, tous les pays ne peuvent pas aborder la question de la même façon. Tant que nous n'avons pas une union continentale, des États-Unis du continent, ou, si vous voulez, des sortes de confédérations, et tant que nous sommes dans des cloisonnements nationaux, la crainte de, entre guillemets, l'étranger, c'est-à-dire de l'autre africain, va persister. Or, vous avez des pays qui ont des difficultés, comme le mien, par rapport à la double nationalité, parce qu'il y a un problème spécifique qu'on ne dit pas et qu'on ne débattra pas, dont on ne débattra pas ici, juste parce qu'effectivement, bon, quand vous êtes voisin, quand vous êtes le Mexique et que vous êtes voisin des États-Unis, bon, vous comportez voilà, vous avez d'autres types de problèmes à résoudre. Voilà, vous n'allez pas être comme le Guatemala qui est loin. Vous êtes le Mexique, vous êtes frontalier des États-Unis. Vous avez d'autres types de problèmes à résoudre. C'est comme ça. Mais on peut les régler. On peut les régler et on doit pouvoir les régler. Je vous ai dit, j'ai travaillé sur la question pendant un bon moment et nous avions toutes sortes de formules. On peut décliner. Il y a des gens de la diaspora et moi je ne suis pas de ceux qui... Toute la diaspora n'a pas besoin de rentrer en Afrique. On a même intérêt à ce que vous ne rentriez pas tous. Parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, écoutez, si vous avez de grands scientifiques ici, il est bon, puisque le niveau de développement de la science sur le continent n'est pas encore au même niveau, enfin, n'a pas encore rattrapé le niveau de l'Occident et tout ça, il peut être intéressant qu'ils restent ici, mais qu'ils viennent enseigner en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez des laboratoires de recherche en Afrique, il est intéressant qu'un grand scientifique ici qui dirige un laboratoire ouvre un laboratoire en Afrique où il va former des jeunes Africains et pouvoir leur faire le transfert de savoir-faire, des choses comme ça. Donc c'est en ce sens que je veux dire. C'est pas, oui, je voudrais que vous rentriez tous, mais je ne pense même pas qu'il soit bon, même pour un continent, pour qui que ce soit, que tous ces enfants soient au même endroit. Mais votre présence partout doit être autant de ponts. Vous voyez, ça doit constituer autant de ponts avec le continent. Ça doit constituer autant de ponts en direction du continent. C'est là que le continent peut effectivement en tirer le meilleur parti. Sur le plan financier, je crois que j'ai montré un tableau, présenté un tableau tout à l'heure où vous-même vous avez vu le volume du transfert, des transferts financiers vers l'Afrique. C'est quand même impressionnant. 37 milliards de dollars en un an. Je dis bien en un an, parce que c'est annuel. 37 milliards de dollars. Bon Dieu. Il faut organiser ça. Vous devez mieux organiser ça. À la fois en termes de circuit de transfert. Je sais que pour cela, vous avez besoin aussi de l'accompagnement à la fois des pays de résidence et des pays d'origine. Mais il faut trouver le moyen. Vraiment, la diaspora doit pouvoir, à un moment donné, si elle veut organiser des choses comme ça, trouver entre elles, même mettre un comité en place de 3, 4, 5 personnes, qui va dans les pays d'origine, mais qui va aussi vers les pays africains en disant, voici ce que nous voulons faire. Mais nous envoyons de l'argent, mais nous voulons que ça impacte sur le développement de nos pays. Comment on fait pour que ça soit optimisé, justement, que ça atteigne ses objectifs?
Parce qu'à l'heure actuelle, les transferts sont individuels, anarchiques, incontrôlés, et on ne sait d'ailleurs pas si ça permet même de réaliser ce pourquoi vous envoyez tout cet argent. Voilà. Vous envoyez de l'argent pour construire votre maison, et on va filmer les maisons des autres, on vous envoie. Le jour où vous arrivez, vous ouvrez la bouche, c'est votre frère qui gronde. Vous-même, vous devez seulement fuir. Il ne faut pas insister. Mais aussi, il y a un produit dont on m'a parlé. Je ne sais pas si... Je ne crois pas que j'annonce un scoop, mais je crois. Parce qu'il y a une étude qui a porté dessus en 2012, donc l'étude est publique, a été publiée, tout le monde la connaît. Mais je sais que peut-être le produit n'était pas encore disponible sur le marché. Cela veut dire qu'il y aurait des avancées dessus. C'est un produit conçu par la Banque africaine de développement. Et la BAD est en train de vouloir, semble-t-il, mettre en place des bons de la diaspora. Des bons de la diaspora. Et à partir des expériences de l'Inde, d'Israël et d'Éthiopie. Vous pouvez projeter la carte. Ce sont des bons auxquels vous pourrez souscrire. Je ne sais pas encore quel est le montant de la part unitaire, mais je pense que, puisqu'on en a parlé, peut-être aussi que si la BAD sent qu'il y a une vraie attente dans la diaspora, elle lancera rapidement le projet parce que la BAD doit lever des fonds sur le marché financier international. Donc si sa diaspora peut régler le problème, ou en tout cas une partie du problème, je pense qu'elle ne pourrait qu'en être ravie. Donc regardez là, vous voyez l'Inde, l'Éthiopie. Le premier bond de l'Éthiopie, c'était le Millennium Corporate Bond. Et puis il y a Israël, et le deuxième bond de l'Éthiopie, c'était pour le Grand Renaissance Dam. Bon, je prends ce dernier exemple, c'est-à-dire que l'Éthiopie a construit le plus grand barrage qui existe en Afrique et qui est peut-être le deuxième après le grand barrage, le barrage des Trois Gorges en Chine. Et il a construit entièrement sur financement national, en grande partie sur financement de la diaspora par les bons. Parce que quand ils ont voulu lever le financement sur le marché international, évidemment, il y avait des réticences. D'abord, parce que, par exemple, des pays voisins, comme l'Égypte ou le Soudan, ont toujours combattu le barrage parce qu'ils disent que ça va diminuer le débit, voilà, du fleuve du Nil, dont ils dépendent tous, et que donc, ils n'étaient pas favorables à la construction. Ensuite, et quand il y a une telle situation, des institutions financières comme notamment la Banque mondiale sont assez réticentes. D'autant plus qu'on pourrait dire aussi que ça impliquait des problèmes environnementaux auxquels la Banque mondiale est assez sensible également. Et donc, je ne pense pas que la BAD non plus été très enthousiaste. Des pays comme l'Égypte et tout ont un poids important aussi au sein de la BAD. Donc, je crois qu'ils n'ont. Et donc, c'était encore Soumeles Zenawi, paix à son âme. C'est quelqu'un qui a apporté énormément à son pays en termes de développement. Et il a dit non, on va faire ça nous-mêmes. Et la diaspora éthiopienne, qui est importante parce qu'ils avaient fui massivement lors du régime communiste, avec Mengistu Haïlé Sélassié, sont nombreux aux États-Unis, parce que je crois que 60% des taxis new-yorkais sont éthiopiens, et ils sont un peu partout. Donc, d'ailleurs, c'est eux qui construisent le pays. Si vous allez à Addis Abeba, pour ceux qui ont été, arrêtez de croire que c'est l'Éthiopie où on m'entraîne ensemble donnant de Kwashokor. Donc, ils ont construit leur pays à un rythme absolument époustouflant. Et ce qu'ils ont fait avec le grand barrage de la Renaissance est absolument prodigieux. Et ça, sur financement, entièrement financement éthiopien. Et les Éthiopiens qui vivent en Éthiopie, mais massivement la diaspora à partir du bon qu'on a émis. Bon, je ne reviendrai pas sur le cas d'Israël et l'Inde. J'ai pris le cas d'un pays africain pour que vous compreniez que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? De ce que la réflexion qui a cours à la Banque africaine de développement, c'est de dire on va faire un bon, mais qui n'aura pas un taux fixe.
il aura un taux variable en fonction de la durée de la souscription. Donc vous pouvez souscrire pour une maturité de 5 ans, un autre pour une maturité de 7 ans, un autre pour une maturité de 10 ans. Si vous souscrivez pour une maturité de 5 ans, vous aurez le taux LIBOR. Le taux LIBOR, c'est ce qu'on appelle le London Interbank Offered Rate. Donc c'est le taux interbancaire tel qu'il est fixé à Londres. Donc ce sera ce taux-là, plus en plus. Vous voyez, vous pouvez mettre le deuxième tableau ici. Voilà. Oui. Si vous prenez la dernière colonne, vous allez voir par exemple, c'est 5 years LIBOR plus 1.5%. 6 years LIBOR plus 1.5%. Et 8 to 10 years LIBOR plus 2%. Donc, il s'agira de bons à taux variable en fonction de la durée, effectivement, la souscription, c'est-à-dire du délai pour la maturité. Je pense que si la Banque africaine de développement faisait cela, elle serait extrêmement bien inspirée parce qu'on verrait effectivement comment la diaspora africaine peut financer le continent et l'impact serait réel. Et vous ferez la différence, ce serait plus simplement les sommes que vous transférez et qui sont diluées, mais on dira, on a collecté auprès de la diaspora africaine des sommes de tel montant, ça finance des barrages dans tel pays, ça finance telle chose dans tel autre, etc. etc. Je crois que c'est une perspective dont nous pouvons nous réjouir. Sur le plan scientifique et industriel, je crois que nous devons, et la diaspora doit cibler les secteurs, les filières ou les domaines prioritaires. Vous êtes à l'extérieur. Vous avez aussi l'avantage de poser un regard extérieur sur le continent et de regarder le continent à travers les mutations qui s'opèrent dans le monde. Quels sont les domaines, justement, où il y a des niches de croissance, où il y a des accélérations de croissance, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans. Parce qu'il faut également aussi, surtout pour ceux qui sont jeunes, pour le coup on peut parler de jeunesse, qui peuvent effectivement mettre en perspective des projets sur 25 ans, 30 ans. Donc, on doit regarder cela. Quels sont les domaines où l'Afrique, justement, a besoin de faire des efforts? Il y a aussi des domaines qui ne sont pas rentables tout de suite, mais qui vont l'être dans 5 ans, dans 10 ans. Vous devez anticiper. Et c'est pour cela que vous ne devez plus continuer à travailler de manière solitaire, désordonnée. Franchement, je crois que vous avez besoin de... Faites des petits groupes. Il peut y avoir, on ne dit pas que je ne vous demande pas de vous marier entre vous. Je demande simplement que vous mettiez ensemble pour faire des choses ensemble. Là où il y a des incompatibilités, bon, ceux qui sont incompatibles sont incompatibles, mais là où les gens peuvent travailler ensemble, vraiment, vous pouvez porter des projets qui viennent à maturité dans 5-10 ans et qui mettent le continent à un autre niveau. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ensuite, il est important, je souligne, que vous intégriez la nécessité du transfert de compétences et de savoir-faire. Vous les avez acquises. Comment faire parvenir ça dans nos pays? J'ai parlé de ceux qui viennent ici, j'ai parlé justement de quelqu'un qui est ouvrier. On croit que, bon, c'est un ouvrier, mais non, le jour où il rentre, il va voir que nos tâcherons, ils mettent des murs qui sont solidaires. Lui, il va leur apprendre comment on fait un mur droit. Ça, c'est un transfert de savoir-faire. Mais ça peut se faire à tous les autres niveaux. Ça peut se faire à tous les autres niveaux. Croyez-moi, la circulation des idées, des savoir-faire dans le monde, ça se fait partout. Et je dis, n'ayez aucun complexe. Tous les jours, les grands pays là, ouais, entre eux, ils s'appuient l'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? Vous croyez que seulement pour les armes? Non, c'est l'espionnage industriel. D'ailleurs, le plus redoutable aujourd'hui, c'est l'espionnage industriel. Le savoir-faire, c'est le beaucoup. Donc, il faut apprendre cela. Il faut savoir que vous qui avez été exposés au savoir les plus avancés, vous avez besoin à un moment donné de trouver les moyens d'en faire profiter votre continent. Et comment on le fait? Il faut trouver une démarche. Je me souviens, il y a à peu près 10 ans, j'allais très très régulièrement dans un pays comme le Nigeria, qui est un pays qui me fascine.
ne voyez pas le Nigeria uniquement à travers le prisme de la pauvreté que l'on montre dans la partie septentrionale. C'est un grand pays, je peux vous le dire. Il faut le respecter, c'est une chance pour l'Afrique. Vous allez voir dans 10, 20, 30 ans, le Nigeria, ce sera autre chose. Pas seulement à cause de sa démographie, parce qu'ils ont des gens qui ont une vision, qui savent où ils veulent aller. Il n'y a qu'un pays qui a une pensée stratégique qui peut faire pousser les champions nationaux qu'on a vus au Nigeria. D'un côté, il y a 20 ans, vous connaissez Dangote. C'est le résultat d'une réflexion stratégique. Je me souviens, une fois j'y étais, et le ministre de la Recherche scientifique disait, ça suffit, ces histoires-là où on saupoudre le financement dans tous les laboratoires de toutes les universités du Nigeria, parce qu'ils en ont des centaines d'universités, et de grandes populations. Il dit, moi, je vais financer 6 laboratoires de niveau de classe internationale dans 6 domaines de pointe. Full stop. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous allez, les résultats commencent à sortir. Le séquençage du génome du Covid-19 était engagé, je ne sais pas où ils en sont, mais ils avaient engagé cela, et avec des progrès significatifs. Je me souviens, et d'ailleurs, je cite cet exemple-là pour m'en réjouir, qu'il y avait un des grands professeurs qui dirigeait une étude là-bas, était d'origine camerounaise, il venait des États-Unis. Donc, c'est ça. Nous devons arriver à un point où on arrive à convaincre certains de nos pays que certains de nos instituts de recherche ne doivent pas être dédiés uniquement aux nationaux, mais que les équipes de recherche doivent venir de partout au continent. Je rêve du jour où nous serons en capacité de mettre cela en œuvre. Pourquoi est-ce qu'un jeune burkinabé talentueux, un jeune Kenyan talentueux, ne viendrait pas dans un laboratoire de pointe faire de la recherche au Cameroun, alors que, vous voyez, on va tout mettre en œuvre pour qu'il aille à Londres ou à Harvard ou à MIT, etc. Vous voyez? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi est-ce que les Africains ne vont pas appuyer les équipes techniques et scientifiques d'autres pays africains pour mettre au point des choses qui soient valables pour le développement de l'Afrique? Donc c'est ça, c'est la nouvelle pensée stratégique. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, parce que nous avons des habitudes, il y a des prix qu'on a, mais je sais que c'est faisable. Et c'est à ça que nous devons travailler. Et mon dernier point ici, c'est de dire que nous devons donc articuler cette réflexion stratégique à ce qu'on a appelé la vision 2050 de l'Union africaine. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a à boire et à manger dedans. Donc en regardant bien, je pense que la diaspora, il ne suffit pas que l'Union africaine vous proclame le 6e... Comment vous appelez ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'elle passe aux actes concrets. Comment elle fait pour que la 6e région soit une région vivante, qui participe au développement du continent, qui travaille? C'est ça qui m'intéresse, moi. Ce n'est pas les mots. Vous savez, une des choses qui nous caractérise, et je peux vous dire, on fait et on se moque de nous dans le dos, c'est que les Africains aiment parler. Dès qu'on tend le micro, vous ne pouvez pas vous taire. Et on fait, comme on dit, fait, on voit. Parler. Comme on dit, c'est le 6e continent, c'est la 6e région. Moi, je voudrais qu'on dise, voici les actions concrètes que nous avons mises en place pour que la diaspora s'implique dans le développement de l'Afrique. 6e continent, dans la 6e région, dans l'agenda 2050. Voilà, nous voulons, nous avons identifié les éléments de la diaspora en Europe, en Amérique, en Asie, n'importe où. Voici l'équipe qu'on a mis en place pour commencer à travailler sur... Là, je vais prendre tout cela au sérieux. Mais si c'est pour produire du papier, too cheap for me. En somme, il s'agit concrètement... Donc, il faut voir dans l'agenda 2050, il y a des choses dedans. Parce que vous voyez, je vous donne juste un exemple. Faire du continent, l'économie bleue, on n'en parle pas. Voilà un continent qui est entre l'océan Atlantique, l'océan Indien,
Méditerranée, mer Rouge. Nous contrôlons l'exploitation des ressources de ces zones-là. Les pêcheurs des autres continents viennent même jusqu'à nos côtes. Là où on dit que ce sont des zones de souveraineté, ils viennent pêcher. Rien que ça. Je ne parle donc pas de ce qui est le grand, de ce qui sont les grands enjeux de l'avenir et dont on ne vous parle même pas dans l'économie bleue, c'est-à-dire les fonds marins. Parce que dans les fonds marins, il y a ce qu'on appelle, entre autres, des nodules polymétalliques qui sont bien plus en densité, donc de ces métaux-là, bien plus intéressants même que les gisements de fer et tout ça que vous avez sur le sol continental. Et il faut la technologie pour aller chercher. Comment nous faisons? Maintenant, on fait des forages en mer profonde. Là où on trouve les plus importants gisements pétroliers, c'est plus proche des côtes. C'est les forages en mer profonde. Et ça relève juridiquement de la compétence de nos États, mais nous ne contrôlons pas parce qu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler tout cela? Et je ne parle même pas de l'aspect environnemental avec les ressources halieutiques. Chacun vient se servir. Vous voyez les côtes mauritaniennes et sénégalaises qui sont les plus poissonneuses, parmi les plus poissonneuses au monde. On vous dit chaque année qu'on a signé des accords avec l'Union européenne pour qu'ils viennent pêcher. Et ils viennent pêcher. Pourquoi ils n'ont jamais fait une usine de sardines? Ils prêchent. Ils ne savent pas pêcher là, même faire seulement l'usine. Donc il y a un problème. Donc c'est pour dire la diaspora doit réfléchir. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? En somme, donc il s'agit concrètement de s'inspirer des meilleures expériences sur le continent africain. Je vous ai cité le cas du Maroc. Et en dehors du continent africain, sur le plan scientifique, je vous ai cité le cas d'Israël, je ne m'étendrai pas. Je vous ai dit c'est la diaspora israélienne basée aux États-Unis qui a fait le transfert en Israël et a fait d'Israël l'une des puissances scientifiques au monde. Je dis bien puissance scientifique au monde. Avant même qu'il ne devienne la Start-up Nation dont tout le monde parle. Mais dès les années 48, quand on vient de créer Israël, ils mettent en place l'Institut Weizmann. Allez taper, vous pouvez faire Google, voir le nombre de prix Nobel sortis de l'Institut Weizmann. C'est la diaspora. Sur le plan technologique et industriel, la Chine. Quand la Chine a fait les 6 zones de développement économique spécial, les 6 zones, dont l'une était en face de Hong Kong, l'autre en face de Macao, l'autre, je crois, Shenzhen, etc. C'est Deng Xiaoping qui est l'artisan de cela. Ce qu'il dit, le pays est encore arriéré. Nous sommes encore vraiment sous l'idéologie maoïste dure. Mais nous allons créer en quelque sorte des enclaves de développement technologique où nous allons permettre à nos talents de pouvoir s'épanouir. Et vous savez comme moi que les Chinois sont partout dans le monde. D'ailleurs, ils sont tellement attachés à leur culture quand ils viennent, quand ils contrôlent tout un quartier, ils construisent tout sur une porte. Oui, non, vous allez à San Francisco, en Californie, Los Angeles, tout ça, vous allez voir ça ici, dans le 13e. Vous allez voir ça, donc je n'ai pas, en Afrique du Sud. Donc dès que c'est important, bon, c'est là que je... Donc, ce sont des circuits terribles où on brasse des sommes fortes. Mais c'est un lieu aussi de ressourcement qui se retrouve. Et sur ces zones, ces 6 zones, vous croyez que la technologie est venue d'où? Et le financement de cette technologie. Ce sont les Chinois de la diaspora qui avaient de l'argent. Et ceux qui avaient le savoir-faire technologique qui se mettent et vont implanter les usines dans les 6 zones de développement économique spécial. Est-ce qu'on vous a dit que les entreprises européennes étaient là-bas? Non. L'Europe n'a installé les entreprises que 30 ans après, c'est-à-dire lorsque la Chine s'est ouverte, en montrant qu'elle pouvait être l'atelier du monde. Mais le transfert du savoir technologique s'est fait à partir des 6 zones de développement économique spécial, grâce à la diaspora chinoise. C'est ça. Donc c'est pas s'inspirer simplement de ce qui se passe en Afrique, mais de ce qui s'est passé partout ailleurs à travers le monde. Sur le plan financier, je ne reviens pas. Donc en conclusion, je crois que je vous ai gardé assez longtemps. Voici
le temps, à mon avis, voici le temps de la diaspora africaine, ou des diasporas africaines. Ce n'est pas encore le temps de l'Afrique, mais c'est le temps des diasporas africaines. Parce que le temps de l'Afrique est en chemin. Le temps de l'Afrique arrive. Et parce que sa diaspora, effectivement, a pris conscience d'elle-même et des enjeux du monde, elle doit préparer justement l'avènement de ce temps de l'Afrique. Comme ce temps, je vous l'ai dit au début de mon exposé, de l'Afrique, pour moi, doit avoir lieu au XXIe siècle. Et nous devons cibler la deuxième moitié du XXIe siècle. Évidemment, je ne serai plus là. Mais nous devons justement, l'avantage et la force des autres, c'est qu'ils pensent leur pays et leur continent dans le long terme et non pas par rapport à leur misérable vie. Donc, nous devons penser l'Afrique de la deuxième moitié du XXIe siècle, dès à présent, pour nous positionner pour que vienne justement le temps de l'Afrique. En fait, certains, comme je l'ai dit au début également, pensent que le temps de l'Afrique, en étant optimiste, il faut penser au 22e siècle. Mais, j'ai dit, ils ont tout faux. Parce que le talent que je vois sur notre continent, la soif que je vois sur notre continent, la réappropriation de l'histoire du continent par ses enfants, la réappropriation de la culture et de la spiritualité du continent par ses enfants, me donne beaucoup d'optimisme et de foi dans notre capacité à aller plus vite. En réalité, si on écoute ceux qui disent que notre tour ce sera au XXIe siècle, pour eux, au XXIe siècle, pour eux, en fait, si ça ne tenait qu'à eux, ce temps n'arrivera jamais. Vous voyez, je peux vous le dire. C'est aux Africains de développer leur propre pensée stratégique, à partir de la place qu'ils veulent occuper dans le monde, et à partir de quel moment ils veulent être un acteur majeur du jeu global. C'est ça. Quel plan voulons-nous avoir dans le monde? Et à partir de quand? Ce n'est pas de dire, oui, nous voulons être... Non, ça c'est bavardage. Nous devons fixer un échéancier. Parce que tant que vous n'avez pas d'échéancier, vous croyez que vous avez l'éternité avec vous. Si nous disons deuxième moitié du 21e siècle, nous devons être un acteur global incontournable du jeu mondial. Alors, justement, nous posons les jalons pour que cela advienne. Et je crois que nous le pouvons. Nous sommes en 2023. Je crois que avant que nous n'arrivions justement à 2050, qui donc est notre entrée dans la deuxième moitié du 21e siècle, nous avons le temps de poser les jalons. La diaspora africaine doit participer, peut-être même initier cette réflexion stratégique de façon organisée et dans les cadres appropriés et non sur les plateaux de télévision, même pas dans les livres ou les réseaux sociaux, comme certains ont tendance à le faire. Car toute vraie pensée stratégique n'est connue que de ceux qui doivent la connaître. Arrêtons de tout mettre sur la place publique. Personne ne met tout sur la place. Je comprends que des scientifiques africains soient frustrés et que tes disent oui, mais moi j'avais inventé telle chose, la formule c'est telle chose pour montrer qu'il est scientifique parce qu'il veut convaincre. Tu es en train de donner l'information à l'autre. Si le contexte africain actuel ne te permet pas de le transmettre, ne transmets pas. Nous devons apprendre à être stratégistes. Je ne dis pas stratège parce que tout le monde dit je suis stratège. Oui. Encore qu'on n'est pas stratège si on applique ça à la logique militaire. On ne vous appelle stratège que si vous avez gagné au moins une guerre. Sinon, vous êtes stratégiste, pas stratège. Stratège de rien du tout. Donc,
voudrais modestement et humblement vous proposer comme étant les 5 semences que je mets entre vos mains pour continuer votre tâche historique dans le champ de la renaissance de l'Afrique. Premièrement, c'est avoir une pensée stratégique pour définir des ambitions, fixer des objectifs et les moyens de la réalisation de ces objectifs. Donc, avoir une ambition, avoir une pensée stratégique. Deuxièmement, se mettre en réseau. Se mettre en réseau afin de créer des synergies d'action efficaces. Troisièmement, identifier les domaines d'action prioritaires pour le transfert des compétences et des savoir-faire. Transfert des compétences et des savoir-faire indispensables pour accélérer le développement de l'Afrique et la doter de capacités d'autonomie stratégique. Quatrièmement, contribuer à l'émergence sur le continent des champions africains dans le secteur privé et dans les autres espaces prioritaires. La diaspora doit contribuer à l'émergence sur le continent de champions africains. Visez d'abord le continent. Il a 1,2 milliard, 1,3 milliard, bientôt 1,4 milliard. Certes, son pouvoir d'achat est encore faible, mais il y a une classe moyenne montante. Si vous anticipez sur 10 ans, vous allez voir que viendra à maturité 200 à 300 millions d'Africains qui ont un pouvoir d'achat conséquent, c'est-à-dire constitutif d'une classe moyenne. C'est important parce que même la Chine, aujourd'hui, n'a pas plus de 3 à 400 millions de classe moyenne. Donc si l'Afrique atteint ce niveau-là, c'est un marché fabuleux. Alors si l'Afrique n'est pas préparée elle-même à conquérir ce marché, ce sont d'autres qui vont venir conquérir. Il faut faire émerger les champions. Par une stratégie d'investissement à la fois de substitution et d'innovation sur le continent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'émergent des entreprises africaines qui sont en mesure de prendre le contrôle des marchés qui étaient contrôlés par d'autres structures. Mais aussi là où il est possible d'innover. Et on a bien vu comment l'Afrique a beaucoup innové, notamment dans les domaines de Haïti, avec les paiements mobiles, les transferts d'argent et tout. Donc il y a vraiment une expérience et des capacités foisonnantes sur le continent. Il faut exploiter cela, anticiper. Et enfin, mon 5e point, c'est contribuer au changement de paradigme dans le domaine éducatif et culturel. Contribuer au changement du paradigme dans le domaine éducatif et culturel. Et en quoi faisant? En appuyant ou en créant des structures d'éducation majoritairement orientées vers la maîtrise des connaissances scientifiques et des savoirs techniques, d'une part, et en contribuant au contrôle de la production des contenus culturels. Les artistes, c'est qu'il y en a ici. Les hommes de culture et autres. C'est fondamental que l'Afrique contrôle la production des contenus culturels, de ces contenus culturels. Et aussi des moyens de promotion et de diffusion des cultures et des valeurs africaines. Il est inutile, par exemple, de multiplier des chaînes de télévision sur les mêmes créneaux. Et ridicule de dépendre totalement, je dis bien totalement, des diffuseurs étrangers pour la promotion des contenus culturels africains. Est-ce que c'est faux? Qui fait le câble chez vous là? Il faut être allé dans telle école pour faire ça. Vous, la diaspora, vous avez l'argent, vous avez le savoir-faire, vous ne le faites pas. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il y a l'État, c'est vrai. On ne peut pas.
nier cela. Mais il y a aussi quand même que nous commençons à apprendre dans nos pays, lorsque l'État n'est pas coopératif, nous commençons à apprendre comment on contourne les obstacles. C'est le rôle de tout être humain. Lorsqu'il est confronté à un défi, c'est un peu comme un cours d'eau. Quand le cours d'eau rencontre un obstacle, on tourne. Donc c'est ce qu'on doit faire. Si nous avons des États ou des gouvernements qui ne sont pas encore prêts, nous devons continuer, nous devons avancer. Et je crois que c'est le rôle, et je crois que la diaspora peut beaucoup faire dans ce domaine. Je vous assure, peut beaucoup faire. Chers amis, mesdames et messieurs, au moment où je voudrais clore mon propos, je sais que vous en savez certainement plus que moi à propos de la thématique que je viens de développer. Certaines des problématiques évoquées vous occupent ou vous préoccupent au quotidien. Peut-être sentez-vous parfois découragé face à l'ampleur des difficultés et de la tâche à accomplir, face à la hauteur des montagnes à escalader. Je vous rassure, si la tâche est ardue, c'est parce qu'elle est vitale. Il s'agit en effet ni plus ni moins que de la renaissance, de l'incarnation africaine de notre humanité. Je ne vais pas ici trop m'étendre pour rappeler ce que tout le monde sait aujourd'hui, que l'Afrique, berceau de l'humanité, porteuse de brillantes civilisations, que l'on a voulu occulter, retrouve ses origines. Et que plus personne, je dis plus personne, ne va nous distraire par rapport à ça. Et il est important que sur cet élan, quand nous parlons de renaissance, et je ne suis pas le premier à en parler, je me souviens que le président Thabo Mbeki, quand il était à la tête de l'Afrique du Sud, avait déjà également dans Hawaï a même été l'un des plus grands monuments du Sénégal, le monument de la Renaissance. L'idée est là. Si jusqu'à ces aînés, il y avait des gens, c'est ce qu'il y a quelque chose de vrai. Même quand on a politique, la Renaissance, franchement, on ne pensait même pas à ces devanciers. C'est que c'est venu spontanément. Non, il y a quelque chose. Chacun de nous, il y a une initiation de quelque chose. Et nous ne pouvons pas rater ce tournant de l'histoire. Nous avons suffisamment appris. Nous avons suffisamment appris de nos souffrances pour ne pas retomber dans la souffrance. Nous avons appris que vous pouvez payer une réparation à quelqu'un qui vous a réduit en esclavage. Avons-nous besoin de plus que cela pour dire que cela ne doit plus jamais nous arriver? Donc, nous sommes un continent debout. Je ne voudrais pas revenir faire des références comme cela. J'ai envie de voir le moment où nous passons aux actes, où nous faisons des choses concrètement, où nous plantons des piliers profonds pour redresser le continent et pour nous voir la diaspora est arrivée, et comme je l'ai dit, je le sens, et je sais que vous le sentez. Notre mission à nous est de porter une manifestation dans ce temps-ci, la Renaissance. Et au cœur de cette entreprise se trouve la diaspora. Vous avez quitté le continent
mais vous le portez en vous. Vous avez vu le monde. À vous de transformer le continent. L'une des semences que j'ai placées entre vos mains tantôt, vous invitez à penser de manière stratégique. Pour que cette pensée soit créatrice, il va sentir qu'elle doit trouver sa source au plus profond des richesses spirituelles, culturelles et autres qui font la matrice de notre continent. L'essentiel est parti de l'Afrique. Et on vous l'enseigne aujourd'hui comme si ça venait d'ailleurs. L'essentiel est parti de l'Afrique. C'est à ce prix-là que, pensant l'Afrique nouvelle, nous sommes en mesure de dire, comme dans les Écritures, que l'Afrique renaisse. Et comme la parole du commencement, l'Afrique renaîtra. Je vous remercie. Vous avez assez de clôture, vous pensez que vous avez assez